Alors, je passe tout de suite à notre premier invité qui est Stéphane Ifrim. Salut Salut Zaki, Stéphane, salut, bienvenue. merci. Alors, comment ça se passe le Bon, confinement? Je suppose qu'au niveau de l'agence, ça va, puisqu'il n'y a pas moyen de faire du e-learning, du télétravail, non? bah oui, en fait, nous, comme c'est entièrement digital, on fait tout online, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on voit pas nos clients, du coup, à part juste comme ça en visio. Ouais, mais Donc, il y en a, ça fait du bien de pas les voir, on va dire. ah non, nos clients, on les aime beaucoup. Non, non, ils sont tous bien choisis, on les aime chacun d'entre eux. Donc, non, non, on Ok, n'a pas de clients comme ça. top. Eh ben, écoute, je vais te laisser la parole. Tu as 15 minutes pour nous parler en fait de ton parcours parce que voilà, ton intervention elle s'intitule De boucher avec papa à growth hacker au Japon. Je t'avoue que ça m'a pas mal intrigué. Donc, je suppose que tu vas nous parler de ton parcours. Donc, 15 minutes. Vas-y, à toi la parole, Stéphane. Super. Merci beaucoup Zaki. Bonsoir à tous. Et comme tout le monde le répète, restez bien chez vous pour que cette crasse de virus meure le plus vite possible et qu'on puisse ressortir et profiter de ce beau temps et qu'on puisse tous se voir et avoir tous une belle santé. Donc, en ce qui me concerne, j'ai préparé juste deux petits slides pour vous montrer un peu, pour vous donner mes coordonnées, pour que vous puissiez aussi rentrer en contact avec moi si vous avez besoin ou en tout cas que vous sachiez qui je suis. Donc, ma boîte s'appelle Fringle. C'est dans ce cadre-ci que je suis là. Ici, vous avez mes coordonnées et grosso modo, je vais vous raconter comment je suis arrivé à ça et à ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je débloque le potentiel de croissance de startups B2B tech en ce qui concerne leur prospection commerciale et en ce qui concerne leur rapidité de vente. On fait ça comment? Eh ben, on a un message tout simple qu'on voit avec nos clients, c'est que s'ils ont envie, si leur rêve, c'est d'avoir un processus efficace de rentrer sur leur marché et de transformer ce marché en client, eh ben, on doit le faire ensemble. Et on a une équipe de 5 personnes. Ça, c'est notre équipe de 5 personnes avec lesquelles on travaille pour nos clients. Et on a des places qui se libèrent, enfin des places qui se créent plutôt, pas des places qui se libèrent, pardon, des places qui se créent pour avoir encore plus de personnes avec nous dans notre équipe. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on avait rencontré aussi Molen Geek. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour ça, ou bien si vous êtes une start-up ou bien une PME qui a envie d'accélérer son activité commerciale, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à Growth Hacker? Ah, voilà, c'est revenu. Comment est-ce que je suis arrivé à Growth Hacker? Donc, à la base, comme le dit bien le texte, quand j'avais 18 ans, moi et l'école, on s'entendait pas très très bien. J'arrivais pas très bien les études et tout ça, c'était pas trop mon truc. Mon père étant embauché, ben je l'ai suivi puisque je trouvais rien à défaut d'autres choses de faire sympa. Et l'école dans laquelle j'étais à l'époque ne m'a pas du tout bien guidé sur les possibilités que j'avais par rapport à mon profil et ce que je voulais faire. Et donc, je suis devenu boucher avec mon père. On a ouvert une petite boucherie. Et en 4-5 ans, ça a grandi très très fort. Il y avait des employés, il y avait beaucoup de volumes qui étaient vendus toutes les semaines, etc. Et j'ai compris très rapidement en fait qu'un bon commerce est principalement basé sur la vente et l'interaction qu'on a avec les clients. Pourquoi est-ce que on allait aller chez un boucher en particulier et pas le suivant? Parce qu'il était sympa et qu'il interagissait avec vous. Et donc cet élément de vente est directement arrivé dès le départ. Mais ce qui n'est pas arrivé dès le départ, c'était la gestion financière derrière. Et en fait, on a fait faillite avec cette boîte-là assez rapidement. C'était un peu une catastrophe, c'était difficile à vivre. Et après avoir vécu ça avec mon père, ben en fait, j'ai décidé de prendre mon envol et de faire mon chemin tout seul et de chercher d'autres emplois et de faire autre chose parce que je me rendais bien compte que j'étais dans une bulle dans laquelle j'étais protégé du fait que mon employeur direct était mon père. Et en faisant ça, je me suis retrouvé d'abord chez Mobistar, donc anciennement, donc l'Orange actuel, anciennement Mobistar. À l'époque, c'était Mobistar. Là, c'était aussi une excellente école sur la vente, sur comment interagir, comment discuter avec les gens, comment se présenter, comment faire un discours, etc. Donc, j'ai énormément profité des formations qu'il y avait chez Mobistar, et c'était la première fois que je me rendais compte de ce que c'était des bonnes formations, puisque pour moi, l'école m'avait vraiment laissé dans une espèce de pétrin incompréhensible. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu évoluer. Et puis, au fur et à mesure, j'ai décidé aussi de suivre les cours du soir. Et sur une période de 6 années, j'ai suivi les cours du soir à l'ICHEC et puis à la VUB. Et en même temps, j'ai travaillé d'abord chez Mobistar. Ensuite, j'ai travaillé chez Coca-Cola. Et puis, j'ai travaillé pour ING au Parlement européen. Et quand j'ai fini et que je suis arrivé à ce poste que je rêvais enfin d'avoir au Parlement européen et que j'étais là chez ING et tout ça, et que j'ai fini mes études, et ben en fait, j'ai eu beaucoup trop de temps libre sur les mains. Je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout le métier que je faisais. Le métier de banquier, ça me plaisait pas. Et j'ai fait un burn-out. Et donc, j'ai malheureusement dû quitter ce poste-là. Je suis sorti de là et
pendant toute une période, en fait, j'ai pas arrêté de me poser des questions, mais pourquoi est-ce que j'ai un job rêvé? Tous mes amis me disent que j'ai été dingue de quitter un job comme ça parce que j'avais la situation rêvée où on bosse pas beaucoup et on est quand même bien payé. C'est un peu un raccourci pour les banquiers, mais quand même par rapport à d'autres jobs, on bosse pas beaucoup. Et pourquoi est-ce que je suis parti de là? Et puis là, je me retrouve en fait dans une situation où j'étais complètement triste, j'étais déprimé et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et cette période, en fait, qui a été très difficile, au final, elle était très, très, très bénéfique pour moi parce que ça m'a forcé à réfléchir, à trouver ce qui compte vraiment pour moi et ce que je suis et ce que je veux faire de ma vie. Et sur toute cette période-là, j'ai fait deux choses qui m'ont vraiment, littéralement, et maintenant que j'en parle de nouveau, ça me donne des frissons, deux choses qui m'ont vraiment littéralement changé mon état d'esprit, m'ont fait comprendre que je pouvais faire ce que je voulais faire. C'est un, que je me suis persuadé tous les jours en manifestant que j'avais tout l'argent du monde et que j'avais pas peur de ne pas gagner d'argent, parce que c'était ma grande peur pour me lancer en tant qu'entrepreneur. Et la deuxième chose, c'est que je me suis forcé à trouver la seule chose et unique chose que je ferais pour le plaisir quand je serais millionnaire. Et en faisant ces choses de manière régulière, journalière, en me les répétant, je me suis rendu compte que j'étais juste un putain de geek qui adorait passer son temps sur les ordinateurs et bricoler des trucs et trafiquer dans tous les sens, etc. Et essayer de... à l'époque, il y avait des systèmes où on pouvait télécharger des vidéos et des trucs comme ça, et j'essayais de rentrer dans le système sans forcément avoir un compte. Et donc, j'ai appris à développer, j'ai appris à faire ça, tout ça pour le plaisir. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais un putain de geek. Et donc, je me suis dit, puisque je suis un putain de geek, comment je peux faire pour être un geek millionnaire? Comment je peux en faire mon métier? Et c'est là que je suis rentré effectivement dans le développement. J'ai commencé à chercher dans comment est-ce qu'on fait du Drupal à l'époque. J'ai commencé à m'éduquer tout seul sur YouTube déjà à l'époque et sur tout un tas de formations. Comment est-ce que Facebook fonctionne? Qu'est-ce qu'une API? Comment créer des applications? J'ai fait une toute première application à l'époque, c'était encore WAP, il n'y avait pas encore l'iPhone. L'App Store est apparu après. Dès que l'App Store est apparu, j'ai commencé à développer des applications pour l'App Store, alors que j'ai aucune formation d'ingénieur, que j'avais jamais vu une ligne de code avant ou quoi que ce soit, que je savais pas comment fonctionnait un serveur. J'ai tout fait ça parce que j'avais envie de le faire. Et puis, en 2011, il y a eu le premier Startup Weekend qui s'est passé, qui était au Beta Group à l'époque. Et je suis allé là et je me suis retrouvé entouré d'autres tarés comme moi, geeks, qui voulaient lancer leur startup. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était tout à fait possible. Et donc, à partir de là, en 2011, en fait, on a gagné le concours dans l'équipe dans laquelle on était au Startup Weekend. À partir de là, je me suis dit, ben, OK, ben, je vais me lancer là-dedans. Et dans ce milieu que je venais de découvrir et de ce nouveau réseau que je venais de découvrir de start-upers, de geeks, de gens qui étaient dans le digital, dans le marketing et tout ça, j'ai commencé à essayer d'avoir des missions et de dire, voilà, j'ai envie de travailler sur différentes missions. Est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre? Et je suis devenu un peu consultant. Et à côté, j'ai lancé des startups. Et j'ai lancé des startups un peu comme des seconds projets dont je m'occupais le soir et le week-end. Évidemment, la première, c'était une catastrophe. La deuxième, j'ai mis de l'argent dedans, on l'a perdu en 6 mois. La troisième, pareil, on a développé un truc où j'étais enfin super sûr de moi de ce que j'allais faire et que ça allait être le hit de l'année, que ça allait super bien marcher. Évidemment, ça n'a rien donné et j'ai perdu l'argent que j'avais mis. Et à l'époque, j'avais des investisseurs aussi. L'argent des investisseurs a disparu aussi. Ça a été aussi un moment difficile à passer. Et puis, le dernier truc que j'ai lancé un tout petit peu comme ça sur le côté en se disant, bon, on verra bien ce que ça donne. Ça a été un hit et ça a marché. C'était une application iPhone. Et puis après ça, je suis de nouveau redevenu consultant parce que je ne voyais pas de start-up dans laquelle je voulais me mettre, moi, concrètement, sur laquelle je voulais travailler. Je n'avais pas une idée précise. Donc, la solution directe et facile quand on est dans cette situation-là, c'est de redevenir freelance. Je suis redevenu freelance. Et sur toute la période à l'époque, quand j'ai commencé en 2011 jusqu'en 2017, en tant que freelance, j'ai participé dans une 50aine de startups dans différents projets. J'ai voyagé grâce à ça. J'ai été aux États-Unis, j'ai été au Japon, j'ai été au Danemark, j'étais en Espagne pour différentes startups. Et la question, je pense que vous vous posez, mais c'est comment est-ce que tu te retrouves au Japon, en fait, quand tu es consultant avec les freelances, etc. Et la réponse, elle est toute simple, c'est en faisant ça. En faisant des vidéos,
en partageant mon savoir, en partageant mon expérience. J'étais dans différents groupes Facebook sur les sujets des startups et les sujets des investissements et du growth hacking. Et j'ai juste communiqué sur ces différents groupes. J'ai participé à des webinaires, j'ai répondu aux gens à des questions, etc. Et donc, je me suis créé une espèce de visibilité dans ces différents réseaux que j'imaginais même pas qu'un jour on allait me rappeler. Je l'ai fait d'abord pour le plaisir, parce que c'est ce que je suis et que j'ai envie de le partager, que je le vis au jour le jour. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre mon rêve, de faire un truc que je kiffe tous les matins quand je me réveille, et en plus je suis payé pour. Ça, c'est juste absolument génial. Et en partageant ça, en fait, des gens te contactent des États-Unis, ils disent tiens, nous on a une startup, j'ai vu que tu as tel sujet, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais, quelle est ta méthode et tout. Et donc là, directement, je propose mes services, on voit ce que ça donne. Et donc je suis parti à Atlanta pendant toute une période, je suis allé au Japon, je suis allé à plein d'endroits comme ça. Et en allant à l'étranger, la première fois que j'ai envoyé, je me souviens, ma facture de freelance à une startup qui était basée, je crois que c'était à Miami, et qu'ils devaient me payer, c'était 6 ou 7 000 balles, je crois. Je me suis dit, mais je suis vraiment con, quoi. Je viens de bosser presque 2 mois, un peu plus d'un mois et demi pour eux. J'ai ce montant énorme qu'ils me doivent. Je les ai jamais rencontrés. Je sais même pas si la boîte existe vraiment, etc. Je suis vraiment, je vais jamais voir la couleur de mon argent, quoi. C'est mort. Je fais ça pour rien. Et puis, quelques jours après, boum, le paiement arrive. Et tu te dis, putain, mais c'est dingue. Ça veut dire que moi, qui suis du fin de fond de Molenbeek, là, parce que j'habite à Molenbeek en plus, donc c'est drôle, du fin fond de Molenbeek, à la base, j'ai appris ça tout seul. J'ai fait quelques startups externes, plein qui n'ont pas marché et tout. Tu as des mecs de l'autre côté du monde, de Miami, qui vont me payer 6 000 balles pour leur montrer comment faire. En fait, on a de la valeur ici. On peut se créer sa propre valeur. Il faut investir en soi. Il faut croire que tu veux vraiment devenir ce gars-là. Et quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai encore plus fait ça, et directement, les opportunités sont venues à moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler pendant 1 an au Japon pour une startup. Et encore la startup suivante et la suivante. Et puis après ça, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une startup, mais par contre, aider les startups, c'est mon truc, je kiffe ça. On va faire une agence. Et on a fait cette agence que je vous ai montré au début qui s'appelle Fringle, qui fait exactement aujourd'hui ce service. Et non seulement je le fais moi, mais en plus, j'ai développé la méthode qui fait que mes employés peuvent le faire à ma place. Et qu'on peut faire non pas 1 ou 2 startups comme moi je le faisais à l'époque, mais là aujourd'hui, on fait 8 ou 9 startups en même temps. Et voilà en 15 minutes ce que je pense, ou une dizaine de minutes, comment je peux résumer les 9 dernières années de ma vie. En tout cas, c'est épatant. Franchement, j'avais à plein moment envie de te couper pour rebondir et te poser une question. Parce que tu as dit plein de choses. T'as craché ta première entreprise, la boucherie, elle a fait faillite. Et puis tu as fait un burn-out. Et puis tu as lancé des startups. Et à chaque fois, tu te relèves et tu avances, quoi. Donc c'est vraiment. Et je suis sûr que c'est dans ces moments-là que tu as appris le plus, non? Ah bah oui, je te promets que si j'avais pas fait la faillite, on serait pas dans la bonne situation financière dans laquelle on est maintenant. Parce que maintenant, je discute avec les autres personnes de mon réseau qui ont des startups ou des agences comme moi. Et il y en a beaucoup financièrement qui, là, avec la crise, ils ont vraiment très, très dur. Et nous, on est dans une super bonne situation financière. Et franchement, merci la faillite, parce que si je n'étais pas passé par là, j'aurais pas compris tout ce que c'est, en fait, de comment tu peux te mettre en faillite tout seul sans même t'en rendre compte. Maintenant, j'en suis conscient. Et donc, j'ai tout mis en place pour que ça ne m'arrive pas. Ok. Alors, peut-être pour conclure, ce serait quoi le message clé que tu aurais envie de faire passer? Parce qu'il y a plein de choses que tu as dites, franchement. C'est de très concentré. Ce serait quoi le message le plus important? Moi, de ce que j'ai retenu, en tout cas pour moi, c'est la nécessité de communiquer sur ce qu'on fait. Il y a plein de gens, ils font des trucs formidables. Et puis je dis, mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant que tu as ces skills de fou? Ouais. Eh ben, écoute, ça, c'est un truc typiquement belge. On n'est pas... on est très humble, trop humble sur ce qu'on fait, vraiment trop. Et quand je suis sorti de la Belgique et que j'ai commencé à bosser avec d'autres personnes, j'étais aux États-Unis dans le coworking, il y avait un mec à côté de moi qui est venu s'asseoir, je sais plus, après la deuxième journée où j'ai travaillé. Il est venu avec rien, il venait de quitter son job. Et en 2 jours, il a fait un PowerPoint de 20 présentations, de 20 slides. Ouais. Il a été les montrer à des investisseurs et il a levé 100 000 $ en 2 semaines. Wow. Avec 20 slides. Purée. Je dis, putain, mais moi aussi, je peux les faire, les 20 slides. On est vraiment trop con de ne pas aller montrer les 20 slides, en fait.
C'est Ok. ça, et on doit vraiment apprendre à beaucoup plus. Et là, on a une opportunité de dingue. C'est qu'on a, regarde comme c'est facile de se mettre en contact à plusieurs. J'ai donné un webinaire là tantôt pour les mini-entreprises, il y avait 150 personnes, 100 personnes, pardon. Ouais. Enfin, t'as des outils comme ça de dingue où on peut tous aller donner notre message à plein de personnes. Aujourd'hui, il faut qu'on soit beaucoup moins humble et qu'on aille montrer ce qu'on fait, qui on est, Top. etc. Comme moi, je le fais, vous pouvez tous le faire. Merci beaucoup en tout cas Stéphane pour ton intervention. Les gens qui voudraient te suivre, LinkedIn, c'est ça? Parce que toi tout le temps tu me donnes. LinkedIn, WhatsApp, Facebook, je remets à l'écran les coordonnées et Ok. vous pouvez me trouver. Top, merci beaucoup en tout cas. Les amis, on continue. Je vais juste accueillir notre prochain invité qui est Nicolas Dieudonné. On se retrouve dans quelques instants. Si je peux juste vous demander, chers amis, de partager le live, comme ça il y a plus de personnes qui pourront tirer des enseignements de ces interventions. À tout de suite.